3 millions de francs CFA. Et un pays retient son souffle. En janvier 2026, une confession télévisée décrit comment un capitaine aurait accepté une somme équivalente à environ 5 000 $ pour faciliter une opération sanglante à Ouagadougou. Comment une telle transaction peut-elle viser le cœur du pouvoir ? Et que dit-elle de la loyauté autour d'Ibrahim Traoré, au moment où l'enquête s'élargit des casernes aux villas et aux comptes? Derrière ce chiffre, la répression annoncée promet de remonter la chaîne vers des réseaux d'anciens officiers, des messages chiffrés et des voisins soupçonnés d'offrir refuge à ceux qui tirent en les fils. Cette séquence promet aux spectateurs une lecture structurée des faits rapportés, sans emphase inutile ni spéculation. Elle précise ce qui est en jeu, comprendre comment une tentative de déstabilisation présumée s'est formée, pourquoi un montant modeste a pu servir de déclencheur et quelles conséquences institutionnelles en découlent. En suivant le fil des éléments évoqués, le public gagne 3 bénéfices concrets. Un repérage clair des acteurs cités, une hiérarchie des preuves mentionnées et une distinction nette entre faits allégués et interprétations. Un micro-enjeu guide la suite, savoir si l'enquête se limite à des exécutants ou remonte vers des organisateurs. La promesse est simple, replacer l'épisode dans le contexte sécuritaire du Sahel, mesurer les impacts pour l'État, l'armée, la population et les relations régionales, puis éclairer les choix politiques évoqués autour d'Ibrahim Traoré. Le cadre retenu privilégie les comparaisons avant-après, les enchaînements cause-au-cours et des définitions minimales lorsque nécessaire. À la fin, chacun pourra juger la portée réelle des faits, sans slogan, en comprenant ce qui change maintenant et ce qui pourrait changer demain, ensemble sobrement. D'emblée, une mini-révélation s'impose. Un chiffre revient, 3 millions de francs CFA, répété comme pivot de l'affaire. Ce montant, converti et comparé, sert à situer l'échelle de la tentative décrite et à expliquer pourquoi l'enquête ne traite pas d'une simple indiscipline interne. Selon le récit source, la confession télévisée ouvre une chaîne d'indices, messages chiffrés, promesses de protection et une narration d'isolement progressif du capitaine concerné. Le contexte sécuritaire est central. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à des violences persistante dans le Sahel, ce qui confère à toute brèche interne une portée disproportionnée. C'est dans ce cadre que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît, non comme slogan, mais comme point d'ancrage institutionnel. La source affirme que la tentative s'inscrivait dans une série qualifiée de 13e, ce qui introduit une logique de répétition et de prévention accrue. L'arrière-plan régional est également évoqué. Exil confortable, frontières poreuses et soupçons d'appui extérieur. La mini-révélation tient dans l'articulation suivante. Un acte individuel allégué aurait été conçu pour déclencher un vide de pouvoir plus large. Ce passage du particulier au systémique structure la suite. Le récit mobilise des comparaisons simples, avant et après la confession, pour montrer l'élargissement rapide des investigations. Il mentionne des audits, des détentions et la recherche de traces financières. Sans ajouter de données nouvelles, le texte insiste sur la méthode, remonter l'argent, identifier les relais, puis comprendre les motivations. À ce stade, la question ouverte demeure, l'opération décrite vise-t-elle uniquement à sanctionner ou à dissuader durablement ? Cette interrogation, posée tôt, prépare l'analyse des effets immédiats et des répercussions à moyen terme, tout en ancrant le lecteur dans un cadre factuel resserré. Elle rappelle aussi que la communication officielle, en exposant publiquement les faits allégués, vise à créer un effet de signal. La temporalité mentionnée, courte et dense, suggère une volonté d'agir avant l'enlisement. Ce cadrage, attribué à l'entourage d'Ibrahim Traoré, renforce l'idée d'une réponse pensée comme structurelle et non circonstancielle au service d'une stabilité durable, annoncée par les autorités nationales actuelles. Le récit se déplace ensuite vers des figures ordinaires utilisées comme prisme d'impact. Une grand-mère vivant en périphérie de la capitale est décrite comme écoutant chaque jour la radio nationale pour suivre l'actualité sécuritaire. Son geste, modeste mais répété, sert à illustrer la manière dont l'affaire dépasse les cercles militaires. Pour elle, les événements ne sont pas abstraits. Ils conditionnent la possibilité pour ses petits-enfants d'aller à l'école sans peur.
Un second portrait apparaît, celui d'un membre de la diaspora travaillant à l'étranger, qui envoie régulièrement de l'argent pour financer une clinique locale. Les informations diffusées sur son téléphone pendant une pause de travail créent un choc émotionnel immédiat. Ces personnages ne sont pas présentés comme des preuves, mais comme des indicateurs d'effet. Leur présence narrative permet de mesurer l'impact précoce des annonces officielles sur la confiance et l'attente collective. Le texte souligne que, dès les premières heures suivant la confession, les conversations changent tournant de ton. Il ne s'agit plus seulement de rumeurs de coup d'État, mais de la possibilité d'un nettoyage institutionnel. L'impact précoce se lit dans la perception d'une justice en mouvement. Les figures décrites ne réclament pas de détails juridiques, elles cherchent un signal de protection. Ce glissement est central. Il montre comment une affaire interne devient un repère social. La question implicite n'est pas de savoir qui est coupable, mais si l'État est capable d'agir sans céder à l'arbitraire. À ce stade, le récit insiste sur la rapidité de la réaction, perçue comme un engagement à rompre avec l'impunité passée. Au fond, la crédibilité se joue maintenant aux yeux de ceux qui vivent les conséquences. Avant la confession publique, la situation décrite est celle d'une tension diffuse, faite de rumeurs persistantes et de soupçons récurrents. Des signaux faibles circulent dans les casernes sans déboucher sur une action visible. Après la diffusion télévisée, le rythme change. Le récit source détaille une succession rapide d'étapes, arrestations ciblées, placements en détention et ouverture d'audit interne. Cette séquence marque un basculement entre une phase latente et une phase opérationnelle. Le fil des événements est présenté comme structuré, non improvisé. D'abord, la parole. La confession sert de point de départ et de justification publique. Ensuite, la sécurisation. Les autorités évoquent dans des mesures bat sieti pour éviter toute contagion, notamment la surveillance accrue de certaines unités. Puis vient l'élargissement. L'enquête ne se limite plus à l'auteur présumé. Elle s'étend aux relais mentionnés, aux flux financiers et aux communications. Le récit insiste sur la notion de chaîne, chaque maillon étant examiné. À ce stade, le nom d'Ibrahim Traoré est associé à une ligne directrice. Agir vite pour éviter un effet domino. La chronologie proposée montre une montée en intensité contrôlée. Les premiers jours sont consacrés à la collecte d'éléments matériels, les suivants voient apparaître des perquisitions dans des quartiers réputés, protégés. Cette progression vise à montrer que les anciennes zones d'immunité ne sont plus hors d'atteinte. Le fil inclut également une dimension régionale. Des sources évoquent des exils à l'étranger et des demandes de coopération. Sans détailler les mécanismes juridiques, le récit souligne que la question dépasse les frontières nationales. Le moment clé dans cette séquence est la transformation d'une affaire militaire en dossier politico-institutionnel. Ce passage est présenté comme intentionnel. Il permet de déplacer le débat de la loyauté individuelle vers la responsabilité collective. Les conséquences immédiates sont décrites comme dissuasives. Les casernes deviennent plus silencieuses, les prises de parole publiques plus prudentes. Le récit parle d'un effet d'exemple, destiné à couper court aux tentatives de mobilisation parallèle. En arrière-plan, une question persiste. Jusqu'où remonter ? Chaque nouvelle étape est annoncée comme provisoire, en attente des résultats suivants. Cette ouverture permanente maintient une pression. Elle alimente aussi l'attention du public. Le fil des événements n'est pas clos, il est présenté comme un processus. Dans cette logique, la figure d'Ibrahim Traoré sert de repère temporel, associé à la décision de ne pas laisser le temps jouer contre l'État. La narration insiste sur la différence entre répression aveugle et action ciblée. Elle met en avant la méthode plus que la sanction. Ce choix vise à installer une lecture durable. L'événement n'est pas un pic isolé, mais un point de bascule dans la gestion des crises internes. La fin de cette partie revient à l'avant-après. Avant, l'incertitude. Après, une séquence lisible, encore incomplète, mais orientée vers un objectif affiché de stabilisation et de prévention à moyen terme. La partie quantitative s'ouvre sur un contraste clair entre une base de référence et son déplacement. Le chiffre central reste 3 millions de francs CFA, présenté comme point de départ. Dans le contexte budgétaire d'un État, ce montant est limité. Dans le contexte d'un acte de trahison allégué, il devient un signal.
La source précise qu'une conversion approximative place la somme autour de 5 000 $, comparaison utilisée pour souligner l'écart entre valeur financière et gravité politique. Ce premier chiffre est accompagné d'une explication simple. Il illustre la facilité supposée avec laquelle une tentative de déstabilisation aurait pu être enclenchée. Un second repère chiffré concerne le nombre d'officiers évoqués comme cible potentielle dans le scénario décrit. Le récit mentionne un groupe restreint de hauts responsables, présenté comme suffisant pour créer un vide de commandement. L'explication associée insiste sur l'effet multiplicateur. Quelques arrestations ciblées peuvent produire un chaos institutionnel bien supérieur à leur nombre. Le troisième élément quantifié porte sur la répétition. La tentative est qualifiée de 13e, ce qui, sans vérification externe, sert à installer une tendance. L'explication proposée est prudente. La répétition suggère un schéma, non une certitude. Ensemble, ces chiffres sont utilisés comme outils de cadrage. Ils ne démontrent pas à eux seuls la réalité des faits, mais structurent la perception du risque. La méthode décrite consiste à passer du chiffre brut à son interprétation opérationnelle. Ainsi, le montant financier est mis en regard de comparaison du quotidien, le nombre de personnes visées est relié à des scénarios de gouvernance, et la répétition est connectée à une logique de prévention. Le texte souligne que cette approche vise à parler à un public large, sans jargon technique. Elle permet aussi d'éviter l'inflation de données. 3 chiffres, 3 explications, pas davantage. Ce choix est présenté comme délibéré afin de maintenir la lisibilité. Dans cette section, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme point d'ancrage politique. Il est associé à l'idée que la réponse ne se fonde pas sur une accumulation de statistiques, mais sur quelques indicateurs jugés suffisants pour agir. La baseline est celle d'une tolérance passée face aux rumeurs. Le delta est celui d'une action déclenchée sur la base d'indices chiffrés simples. Cette transition est centrale. Elle montre comment un État peut passer d'une posture réactive à une posture proactive sans attendre des preuves exhaustives. La partie quantitative se conclut sur une limite assumée. Les chiffres cités ne prétendent pas à l'exhaustivité. Ils servent à éclairer une décision, non à clore un débat judiciaire. Ce rappel vise à distinguer communication politique et procédure légale. Il prépare aussi la section suivante, où les arguments critiques seront pris au sérieux avant d'être confrontés aux éléments disponibles. Dans l'ensemble, cette approche chiffrée cherche moins à convaincre par la masse qu'à orienter la compréhension vers des ordres de grandeur jugés pertinents par les autorités en place. Les critiques de la séquence décrite avancent plusieurs arguments qu'il convient d'exposer clairement. Le premier affirme que la confession télévisée ne peut constituer une preuve suffisante. Selon cette lecture, une déclaration publique, surtout dans un contexte de tension sécuritaire, peut être influencée par la pression ou par une stratégie de communication. L'argument souligne le risque de confondre aveux médiatisés et procédure judiciaire complète. Le second argument porte sur la proportionnalité. Des observateurs estiment que transformer un acte individuel allégué en vaste opération pourrait fragiliser la cohésion interne de l'armée. Ils craignent un effet de suspicion généralisée susceptible d'affaiblir les capacités opérationnelles face aux menaces extérieures. Ces 2 points méritent examen. La réponse apportée par le récit source repose sur la méthode plutôt que sur l'émotion. Concernant la confession, il est précisé qu'elle n'est présentée que comme déclencheur, non comme verdict. Elle sert à justifier l'ouverture d'enquêtes formelles, incluant audit financier et vérification de communication. Sur la proportionnalité, le texte insiste sur le caractère ciblé des mesures. Les actions décrites ne visent pas l'ensemble de l'institution, mais des cercles précis, identifiés par des indices convergents. Cette distinction est centrale. Elle permet de concilier fermeté et continuité opérationnelle. Le récit ajoute un élément contextuel, la répétition alléguée des tentatives. Si l'on accepte ce cadre, l'inaction deviendrait elle-même un risque. La réponse s'appuie également sur la temporalité. Agir tôt, avant la matérialisation d'un scénario violent, est présenté comme moins coûteux que réparer après coup. Dans cette logique, le rôle d'Ibrahim Traoré est décrit comme celui d'un décideur arbitrant entre 2 dangers, l'excès de prudence et l'excès de réaction. Le Stillman se conclut
par une reconnaissance des limites. Les arguments critiques rappellent l'importance d'un suivi transparent et de garanties procédurales. Le récit ne les invalide pas, il les intègre comme condition de crédibilité. Cette confrontation structurée permet de dépasser l'opposition binaire entre soutien et rejet en ramenant le débat sur le terrain des choix institutionnels et de leurs conséquences mesurables à court et moyen terme. Le cœur du récit change lorsque l'enquête est décrite comme quittant définitivement le terrain militaire pour entrer dans celui des structures de pouvoir plus larges. Ce n'est plus seulement une affaire de discipline interne, mais une remise en cause de réseaux anciens, protégés par le statut, la retraite ou l'éloignement géographique. Cette bascule est présentée comme stratégique. Elle indique que l'objectif n'est pas uniquement d'empêcher une action violente, mais de traiter les conditions qui la rendent possible. Le texte souligne que cette étape modifie les attentes du public. On ne parle plus d'un coup évité, mais d'un système mis à nu. À ce point médian, le nom d'Ibrahim Traoré réapparaît comme repère de cohérence. Il est associé à la décision d'assumer le coût politique d'une telle exposition. Le récit insiste sur la notion de signal envoyé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour les acteurs internes, il s'agit de montrer que la protection implicite liée au rang ne tient plus. Pour les partenaires régionaux, c'est l'indication que la coopération devient une condition explicite. Cette révélation intermédiaire change aussi la lecture des étapes précédentes. Les arrestations initiales ne sont plus vues comme une fin, mais comme un levier. Le midpoint sert donc à redéfinir l'enjeu central. Non pas seulement survivre à une tentative, mais transformer durablement les règles du jeu. À partir de là, les conséquences concrètes deviennent inévitables. Les conséquences décrites se déploient sur plusieurs cercles, chacun affecté différemment mais simultanément. Pour l'État, l'effet immédiat est institutionnel, la mise en avant d'enquêtes et d'audits élargis modifie la relation entre pouvoir politique et appareil sécuritaire. Les ministères sont contraints de coopérer, les procédures civiles sont accélérées et la communication officielle devient plus prudente. Cette dynamique est présentée comme un test de crédibilité. Si les annonces ne sont pas suivies d'actes vérifiables, la confiance se dégraderait rapidement. Pour l'armée, l'impact est plus sensible, les unités opérationnelles doivent continuer à faire face aux menaces extérieures tout en intégrant un climat de contrôle renforcé. Le récit insiste sur une conséquence paradoxale. À court terme, la vigilance augmente, mais à moyen terme, la clarification des loyautés est censée renforcer la cohésion. C'est dans ce cadre que le nom d'Ibrahim Traoré est mobilisé comme symbole de l'arbitrage entre sécurité immédiate et réforme structurelle. Pour la population civile, les effets sont d'abord perceptifs. Les témoignages évoqués montrent une attente de justice plus qu'un désir de sanctions spectaculaires. Les habitants cherchent des signaux simples, écoles ouvertes, circulation maintenue, discours cohérents. La répression annoncée est interprétée comme une promesse de protection, mais elle reste conditionnelle à sa durée et à sa régularité. Le texte souligne que l'opinion publique juge moins les intentions que la constance. Pour la région, enfin, les conséquences prennent une dimension diplomatique. Les relations avec les pays voisins sont décrites comme entrant dans une phase de clarification. Les soupçons d'accueil de figures impliquées posent la question de la coopération judiciaire et sécuritaire. Sans détailler les mécanismes, le récit suggère que les choix faits par chaque État auront des répercussions économiques et politiques. Les échanges commerciaux, les accords de sécurité et la circulation des personnes sont évoqués comme leviers potentiels. À ce niveau, Ibrahim Traoré est présenté comme un acteur cherchant à transformer un incident en message régional. La conséquence la plus durable pourrait résider là. L'établissement d'une norme implicite selon laquelle les crises internes ne sont plus traitées en silence. Le texte met en garde contre un effet boomerang. Une gestion perçue comme sélective ou politisée pourrait affaiblir le message initial. A l'inverse, une application cohérente renforcerait l'idée d'un État capable de se réformer sous pression. Au final, la synthèse est la suivante. Les conséquences ne sont ni uniquement sécuritaires, ni uniquement symboliques. Elles s'entrecroisent. L'enjeu réel est de savoir si la séquence décrite marque un précédent durable ou un épisode isolé. Cette question prépare l'exploration des scénarios à venir où les choix actuels pèseront davantage que les déclarations passées. D'abord,
Un premier scénario, dit de base, prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. Les enquêtes avancent progressivement, certaines figures sont mises en cause, d'autres restent hors d'atteinte. La communication officielle se stabilise et la coopération régionale demeure prudente. Dans ce cadre, la situation sécuritaire ne s'améliore, ni ne se dégrade fortement. L'État consolide quelques mécanismes de contrôle, mais l'impact reste partiel. Ce scénario suppose une continuité de l'équilibre actuel, où chaque avancée est compensée par des résistances discrètes. Ensuite, un scénario plus optimiste repose sur une dynamique plus franche. Les procédures aboutissent à des résultats visibles, les responsabilités sont clarifiées et les partenaires régionaux répondent aux demandes de coopération. Cette évolution renforcerait la crédibilité institutionnelle et réduirait l'espace des manœuvres clandestines. La population percevrait alors un lien direct entre annonces et effets concrets. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré apparaît comme bénéficiaire politique d'une séquence maîtrisée, transformant une crise en levier de réforme. L'amélioration de la confiance interne pourrait, à terme, soutenir une stabilisation sécuritaire plus large. Enfin, un scénario plus pessimiste envisage l'inverse. Les enquêtes s'enlisent, les messages se brouillent, et les actions sont perçues comme suspectes, comme sélectives. Les critiques gagnent en visibilité, l'armée se replie sur une logique défensive, et les partenaires régionaux évitent toute implication. Dans ce cas, la tentative décrite perdrait sa portée structurante et deviendrait un épisode de plus dans une série de tensions non résolues. Le risque serait alors une érosion progressive de la confiance, sans explosion immédiate, mais avec un affaiblissement continu. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils mettent en évidence un point commun. Les décisions prises maintenant pèseront davantage que les intentions affichées. Si les procédures restent cohérentes et lisibles, la séquence actuelle peut devenir un précédent stabilisateur. Si elle se fragmente, l'effet inverse est probable. Ce raisonnement conditionnel invite le lecteur à évaluer les signaux faibles des prochains mois plutôt que de se focaliser sur un dénouement rapide. À ce stade, l'analyse se recentre sur la manière dont la séquence décrite résonne au-delà des cercles décisionnels. Pour les membres de la diaspora, l'affaire agit comme un rappel direct de la fragilité des équilibres construits à distance. Beaucoup suivent les événements à travers des écrans, pendant des pauses de travail ou tard le soir, et interprètent chaque annonce comme un indicateur de stabilité future pour leur famille restée au pays. Le récit souligne que cette attention n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi financière. Les transferts d'argent, les projets communautaires et les investissements modestes dépendent d'une perception minimale de sécurité institutionnelle. Lorsque l'État semble agir, la confiance revient graduellement. A l'inverse, l'incertitude prolongée fige les initiatives. Pour les observateurs internationaux, la séquence est lue différemment. Elle est perçue comme un test de gouvernance dans un contexte régional instable. Les partenaires extérieurs évaluent la cohérence des procédures, la clarté des messages et la capacité à éviter l'arbitraire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est moins vu comme une figure individuelle que comme un indicateur de trajectoire politique. Sa gestion de la crise est interprétée comme un signal adressé aux institutions financières, aux acteurs humanitaires et aux médiateurs régionaux. Pour le spectateur ordinaire, enfin, l'enjeu est plus immédiat. Il s'agit de savoir si la vie quotidienne sera affectée. Routes ouvertes, marchés fonctionnels, écoles accessibles. Ces repères simples déterminent l'adhésion ou la lassitude. Le texte insiste sur un point clé. La légitimité ne se décrète pas. Elle se vérifie dans la continuité. Cette connexion entre décision au sommet et perception ordinaire est ce qui transforme une affaire sécuritaire en expérience collective. Elle rappelle que l'opinion publique n'attend pas des discours parfaits, mais des signaux constants et compréhensibles dans le temps. La sortie durable de la séquence décrite repose sur plusieurs étapes, clairement identifiées dans le récit. La première est procédurale. Les enquêtes doivent suivre un calendrier lisible, avec des points d'étape communiqués sans emphase. Cette régularité est présentée comme essentielle pour éviter la rumeur et maintenir la confiance. La seconde étape est institutionnelle. Elle implique une coordination formelle entre justice, armée et organes de contrôle financier.
Le texte insiste sur la nécessité de rôles distincts afin que la lutte contre les réseaux évoqués ne se transforme pas en règlement politique. La troisième étape est régionale. Les demandes de coopération adressées aux pays voisins doivent être formulées de manière précise, en s'appuyant sur des cadres existants plutôt que sur des déclarations publiques répétées. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré apparaît comme garant d'une cohérence d'ensemble. Son rôle n'est pas décrit comme celui d'un enquêteur, mais comme celui d'un arbitre des priorités. Une quatrième étape concerne la communication. Le récit suggère de réduire les annonces spectaculaires au profit d'informations vérifiables, même limitées. Cette sobriété est présentée comme un moyen de renforcer la crédibilité à moyen terme. Enfin, une cinquième étape touche à la prévention. Les audits 1 et contrôles évoqués doivent s'inscrire dans la durée afin que la séquence actuelle ne soit pas perçue comme exceptionnelle. L'objectif affiché est de transformer une crise en norme de fonctionnement. La trajectoire proposée n'exclut pas les difficultés. Elle reconnaît des résistances internes et des contraintes diplomatiques. Mais elle pose un critère simple de réussite, la capacité à maintenir une ligne claire sur plusieurs mois. À ce stade, la séquence cesse d'être un événement pour devenir un test de gouvernance. C'est cette continuité, plus que l'issue immédiate des dossiers, qui déterminera si l'épisode marque un tournant ou s'efface dans la répétition des crises passées. Le récit revient au point de départ, à ce chiffre modeste devenu symbole. 3 millions de francs CFA avaient ouvert la séquence comme une mesure de corruption présumée. Ils referment ici une réflexion sur la valeur réelle de la loyauté et de la confiance collective. Entre-temps, les personnages évoqués réapparaissent en filigrane. La grand-mère à la radio, le membre de la diaspora, l'artisan inquiet pour l'avenir de ses enfants. Leur attente n'a pas changé de nature. Ils ne demandent ni perfection ni victoire définitive, mais une direction lisible. Dans cette boucle narrative, Ibrahim Traoré est rappelé non comme une figure héroïsée, mais comme un point de convergence. Sa présence relie l'événement initial, les décisions prises et les effets ressentis. Le motif central n'est plus la tentative elle-même, mais la réaction qu'elle a provoquée. Le texte insiste sur un contraste. Autrefois, les crises s'accumulaient sans trace durable. Aujourd'hui, elles laissent pour moi des procédures, des audits et une mémoire publique. Cette différence est le cœur émotionnel de la conclusion. Elle suggère que la dignité politique se construit moins par des discours que par la répétition d'actes cohérents. La phrase clé se referme ainsi. Une crise n'est jamais seulement un danger, elle est aussi un révélateur. Ce rappel prépare la sortie finale orientée non vers la peur, mais vers la responsabilité partagée. Cette conclusion se veut volontairement ouverte. Elle ne demande ni adhésion automatique ni rejet réflexe, mais une lecture attentive des signaux à venir. Les prochains mois offriront des indicateurs simples à observer. Régularité des informations publiques, cohérence des procédures et évolution des relations régionales. Chacun peut suivre ces éléments sans expertise particulière. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher aujourd'hui, mais de rester attentif à la manière dont les promesses sont traduites en actes. Une crise devient réellement formatrice lorsque le débat qu'elle suscite reste informé et mesuré. C'est dans cet esprit que la discussion peut se poursuivre. Que révèlent, selon vous, les choix opérés jusqu'ici sur la trajectoire institutionnelle du Burkina Faso ? Quels signaux vous paraissent les plus déterminants pour juger de la suite ? Partager une analyse, poser une question ou signaler un doute contribue à enrichir la compréhension collective. La séquence décrite n'appartient pas qu'aux décideurs. Elle concerne aussi ceux qui l'observent, l'interprètent et en tirent des leçons pour l'avenir commun. Le dialogue informé demeure la meilleure boussole dans les périodes d'incertitude.